Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un tour du monde. Salut, c'est Hugo. Hier soir, j'étais l'invité de l'émission politique sur France 2 pour faire face à Marine Le Pen. Hugo Décrypte, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est de plus en plus rare. Nous, on l'appelle le David Pujadas d'Internet. Plus recevoir l'actu autrement que dans sa forme résumée à l'extrême, ça tue aussi totalement notre métier. Est-ce que Hugo Décrypte est journaliste? Quand on lui demande s'il se considère comme tel, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on entend des sons de cloche contradictoires. D'un côté, on a Hugo Décrypte, un youtubeur qui se donne pour mission d'informer des centaines de milliers de jeunes, mais qui déclare à ses abonnés et à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien qu'il ne se définit pas comme journaliste. Vous êtes journaliste? Je sais pas. Moi, j'ai... Dans tout cet univers-là, je sais pas, mais je me considère comme journaliste, mais tout... Et de l'autre, on a Hugo Travers, un entrepreneur à la tête de plusieurs chaînes YouTube dont une a 1,4 million d'abonnés, et d'un empire sur les réseaux sociaux qui emploie une dizaine de personnes et qui manœuvre pour obtenir sa carte de presse, comme il l'explique lui-même. Mais si je vous disais qu'en réalité, Hugo Décrypte est beaucoup plus proche des empires de l'infodivertissement comme Brut et Combini que des journalistes traditionnels, et qu'à travers ses activités, il participe activement à brouiller les frontières entre information, divertissement et publicité. Par exemple sur Instagram, où il inclut ses partenariats dans des posts d'actualité, ce qui les rend très difficiles à distinguer. Notamment dans les 5 bonnes nouvelles de la semaine du 17 décembre 2021, qu'il utilise pour promouvoir son partenariat avec LVMH. Pour toucher son audience, Hugo exploite tous les codes du divertissement. Sa chaîne secondaire s'appelle Hugo Décrypte, mais elle pourrait tout aussi bien s'appeler Hugo Raconte, car la valeur en décryptage de ces formats est souvent minime. Par exemple, cette vidéo racontée par le patron de la CIA, dans laquelle il n'évoque les enjeux géopolitiques qu'en passant pour critiquer certaines méthodes de la CIA à la 12e minute sur 14 minutes de vidéo. Cette vidéo n'a rien à envier aux chaînes de true crime ou aux chaînes biographiques. Elle a une excellente valeur de divertissement car elle joue sur des ressorts sensationnels et morbides, mais elle ne propose à aucun moment un quelconque décryptage, et surtout, elle présente l'événement d'un point de vue très orienté, celui du patron de la CIA lui-même. Ce contraste entre le nom de sa chaîne et les contenus qu'il propose est d'autant plus marqué qu'Hugo se positionne explicitement comme un décrypteur. Il y avait des contenus d'information, mais c'était surtout des informations avec des youtubeurs qui prenaient parti sur des sujets et n'étaient pas forcément dans cette volonté de décryptage et de vulgarisation des sujets. Il a également importé les codes de chaînes de divertissement US type Jubilee sur sa chaîne avec sa série de vidéos Hexagone. On voit que sur sa deuxième chaîne, il propose plutôt des contenus de divertissement, mais qu'il les rattache à la légitimité de sa chaîne d'information, avec pour conséquence de rendre la frontière entre les deux de plus en plus poreuse. Quand on est confronté à un youtubeur qui se définit comme un média, la première chose sur laquelle il faut se pencher, comme pour les médias traditionnels, c'est sur les modes de financement de son contenu. Aujourd'hui, la société d'Hugo Travers cumule 3 modes de financement. La monétisation des vidéos grâce aux publicités AdSense, les dons d'abonnés sur Twitch notamment, et les partenariats avec des médias ou des marques. Ce qui est intéressant, c'est que certains partenariats d'Hugo Décrypte ont parfois soulevé des questions ponctuelles quant à la transparence de sa ligne éditoriale. Hugo a notamment réalisé des partenariats avec des ministères, particulièrement celui de l'éducation supérieure. Dans une étude de cas de son agence, Hugo explique qu'il a utilisé la note positive de ses actus du jour pour promouvoir son partenariat avec l'éducation supérieure en permettant aux partenaires d'être associés à une bonne nouvelle. On voit qu'il utilise le biais positif associé à son format pour promouvoir son annonceur de manière positive dans l'esprit de ses abonnés. Ce type de partenariat est particulièrement intéressant à analyser dans un contexte où Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a mis en place une stratégie de communication politique qui met très fortement l'accent sur les partenariats avec les youtubeurs. Et ça n'est pas la seule fois où Hugo a réalisé des collaborations, formalisées ou non, avec des membres en poste du gouvernement. Il a notamment sorti une vidéo en partenariat avec l'Éducation nationale où il donne des conseils aux étudiants sur la meilleure manière de créer leur entreprise, et également une vidéo avec Édouard Philippe qu'il a présentée sur sa miniature comme un vlog. Évidemment, c'est tout à fait compréhensible que Hugo ait besoin de partenariats pour se financer. Et il n'y a rien de mal à faire des partenariats en tant que tels. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est ce que ça implique de présenter une journée avec le Premier ministre du gouvernement en poste comme un vlog. On pourrait plutôt avoir envie de qualifier cette vidéo d'interview ou de reportage. Mais en la qualifiant de vlog, il place résolument sous le signe du divertissement une vidéo qu'on pourrait avoir envie de classifier comme de la pure communication politique.
Un autre partenariat qui a posé question récemment, dans l'une de ses vidéos, le youtubeur Stupid Economics a pointé du doigt le fait que fin octobre 2021, Hugo a encouragé en story Instagram ses abonnés à aller consulter un site du nom de Tilt, qu'il a présenté comme un média. Récemment, on a vu Hugo Décrypte et Cyrus North faire la promo d'un média, ce qu'il présente en tout cas comme un média, qui s'appelle Tilt. Hugo a aussi collaboré sur une vidéo sur la chaîne de Tilt, non accessible via YouTube, mais trouvable en non répertorié. Mais en réalité, Tilt n'est pas un média comme les autres. Il est administré par l'AFD, l'Agence française de développement, qui est elle-même placée sous la tutelle de 3 ministères, dont celui des Affaires étrangères. Et qui est financé par l'Agence française de développement, qui est une institution publique qui dépend notamment de plusieurs ministères. Ne pas le préciser comme ça en story Instagram et encourager les gens à consulter ce type de contenu comme si c'était les contenus d'un média classique, ça peut être un peu dérangeant, ou en tout cas ça questionne. La ligne éditoriale de Tilt est orientée sur le changement écologique et sociétal. Au vu de cette ligne, il paraît important d'avoir en tête qu'il est administré par l'AFD, d'autant que l'AFD est une institution qui a pu être critiquée pour certaines de ses actions controversées à l'étranger. Et Tilt ne rend pas cette affiliation à l'AFD particulièrement visible sur son site. C'est une donnée qu'il faut aller chercher pour s'en rendre compte. Quand on clique sur leur section « Qui sommes-nous ?», on tombe sur un copywriting qui enchaîne des blagues sur les pizzas à l'ananas et qui ne mentionne l'affiliation qu'à la toute fin de la page, en une phrase. Comme le révèle un article Medium de Vincent d'Internet, Hugo Décrypte n'est pas le seul youtubeur à avoir accepté un partenariat avec Tilt. C'est aussi le cas de Cyrus North. Interrogé via Twitter sur le fait qu'il n'avait pas mentionné l'implication de l'AFD dans Tilt, Cyrus North a répondu « J'ai abordé le point avec eux en me demandant s'il fallait que je le mentionne en particulier ou pas. On a convenu que c'était assez explicite sur le site et que ça rajoutait une information qui venait brouiller le cœur du message. Donc on a pris la décision de ne pas en parler. » Contrairement à ce qu'affirme Cyrus, et comme on l'a vu, ça n'est pas vraiment une information qui est visible explicitement au premier regard sur le site de Tilt. On peut donc se demander, dans le cas d'Hugo, si son partenariat avec Tilt répondait vraiment aux standards de transparence qu'il promeut activement via ses autres contenus. Ces questionnements sont d'autant plus intéressants que dans les imaginaires de ses abonnés, la ligne éditoriale d'Hugo se veut résolument neutre. La plupart des articles et tweets qui le mentionnent insistent très lourdement sur sa neutralité supposée, et ce, malgré le fait qu'il est difficile de trouver des sources primaires où Hugo revendique sa neutralité. Aujourd'hui, il a évolué et il développe une position beaucoup plus nuancée. Il déclare que la chaîne a bien un objectif de neutralité, mais qu'il est selon lui impossible d'être parfaitement neutre. Ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'être sur les faits et de montrer les différents aspects d'un débat, mais de toute façon c'est pas une neutralité ou une objectivité qui est parfaite. Pour expliquer l'impossibilité d'être neutre, il donne 2 arguments. Le premier, c'est qu'un journaliste a forcément des biais, et le second, le choix des sujets n'est pas neutre. Ce sont des arguments qui se tiennent, mais c'est intéressant de remarquer qu'Hugo ne mentionne à aucun moment ni les partenariats, ni les potentiels conflits d'intérêts qui en découlent, alors que ce sont des arguments importants à prendre en compte quand on examine la neutralité d'un contenu. On peut donc se demander si, malgré des intentions très louables et une chaîne résolument tendue vers la neutralité, Hugo Décrypte crée vraiment les conditions nécessaires pour que son audience puisse décrypter son positionnement. Hugo ne mentionne pas non plus le fait qu'il dépend de la viralité de ses contenus pour se financer. Contrairement aux médias traditionnels, le contenu d'Hugo Décrypte ne repose pas sur un modèle d'abonnement payant. Sur la majorité des réseaux, il est gratuit, et pour le rester, il doit continuer à être viral. Par exemple, il a expliqué dans une vidéo en 2020 que lorsqu'il fait un partenariat sur YouTube, il le place à la fin de la vidéo. Je sais qu'en général, quand on fait le partenariat en début de vidéo, ça peut un peu frustrer certains d'entre vous. Ce choix est clairement orienté pour gagner les faveurs de l'algorithme YouTube. Hugo veut que le watch time et la rétention de ses vidéos soient les plus élevés possibles, comme tous les créateurs de contenu. Par conséquent, en plaçant le partenariat à la fin de la vidéo, il fait un choix rationnel en termes marketing. En revanche, du point de vue de la transparence journalistique, on pourrait argumenter que le fait de placer le partenariat à la fin, quand une grande partie de ses abonnés a déjà quitté la vidéo, enlève à l'audience une partie de la contextualisation nécessaire quand on consomme un contenu journalistique. Un autre exemple de la manière dont la dépendance d'Hugo envers l'algorithme peut brouiller sa transparence journalistique, c'est qu'en plus d'utiliser des formats courts qui laissent peu de place à la transparence de l'enquête journalistique, il utilise beaucoup le biais de négativité dans ses titres et ses miniatures pour faire cliquer davantage son audience. Par exemple, sur cette miniature, il joue intentionnellement sur l'ambiguïté de l'interdiction du tabac en France, alors que sa vidéo parle d'une potentielle interdiction du tabac en Nouvelle-Zélande. Évidemment, Hugo n'est pas le seul à le faire, et si vous regardez mes vidéos et celles de nombreux créateurs, vous pouvez remarquer que c'est un biais que j'utilise beaucoup.
Mais quand le biais de négativité est utilisé sur du contenu journalistique dont le positionnement neutre est ancré dans la tête de ses consommateurs, ça soulève des questions supplémentaires. Le but d'Hugo est de toucher massivement, particulièrement les jeunes, pour 2 raisons. Déjà, une raison qui se veut vertueuse, dans un contexte où l'abstention des jeunes et leur supposé désintérêt pour la politique sont décriés par les médias. Mais aussi, une raison commerciale. Les millennials et la Gen Z sont des audiences très facilement monétisables que s'arrachent les marques. Particulièrement dans un contexte où 60% des millennials passent par les réseaux sociaux pour s'informer, comme l'a démontré une étude de Deloitte en 2015. Le fait qu'Hugo centre sa stratégie sur les jeunes entraîne également un biais dans ses choix de sujets qu'il choisit pour être les plus intéressants possibles pour son audience jeune. Cette ligne éditoriale peut être qualifiée de véritable stratégie marketing, d'autant qu'Hugo a une longueur d'avance par rapport à tous les médias traditionnels. Grâce à ses analytics YouTube, il a accès à des statistiques d'une précision inégalée sur son audience. Il sait d'où ils viennent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils ont tapé pour tomber sur sa vidéo. Ça lui permet de cibler encore mieux ses contenus et c'est surtout un argument de poids pour ses partenariats avec les marques. Peu de gens le savent, mais en 2020, Hugo Travers s'est associé avec le youtubeur Micode pour créer une agence de marketing d'influence, Frame55. Dans l'étude de cas que l'agence envoie aux marques potentiellement intéressées, Hugo décrit de manière assumée le but de l'agence. Assurer un lien entre des youtubeurs et des marques qui veulent nouer des partenariats avec eux pour créer des publicités natives complètement intégrées dans la vidéo qui ne gênent pas l'expérience de visionnage. Hugo Décrypte est d'ailleurs lui-même client de cette agence. Micode s'est exprimé dans un entretien avec Stan Leloup et a expliqué que l'agence n'avait pas pour but de croître dramatiquement dans les prochaines années. On va pas faire x100 sur les 5 prochaines années. Si cette agence n'a pas pour but explicite de scaler, elle reste fascinante à analyser pour une raison simple. Elle est véritablement révélatrice de la vision qu'a Hugo quant à la place de la publicité dans l'information en général. On va voir que cette vision est très proche de celle de médias comme Brut ou Combini. Brut a été fondé en 2016 et ses 3 modes de financement sont listés dans cet article du Monde. 2 d'entre eux sont particulièrement intéressants. De la production de contenu publicitaire pour des marques, c'est l'équivalent des partenariats d'Hugo, et du conseil stratégique aux entreprises en matière de publicité. C'est l'équivalent de l'agence marketing d'influence d'Hugo. Si le parallèle avec les activités d'Hugo Décrypte est aussi flagrant, c'est qu'Hugo se rapproche sur de nombreux points des médias d'infodivertissement comme Brut, Vice ou Combini. L'infotainment, ou infodivertissement en français, c'est la tendance à traiter l'ensemble des émissions et des informations avec les procédés du divertissement. Cette méthode a pour but de rendre les informations plus facilement accessibles à un nombre élevé de personnes et donc de rendre le média concerné plus visible, plus vendu, plus vu. Quand on se penche sur les caractéristiques de l'infodivertissement listées dans une tribune de l'Observatoire des médias Acrimed, on a l'impression qu'ils décrivent le contenu d'Hugo Décrypte. Du contenu rapide à produire, à date fixe et prévisible dans son contenu à l'antenne, foncièrement positif et ludique. La positivité est justement une caractéristique que Hugo met beaucoup en avant dans sa stratégie de contenu. Et pendant 1 an, je suis allé dans 12 pays et je faisais des reportages toutes les semaines pour ma chaîne et pour LCI sur des gens qui ont un impact positif partout dans le monde. Une autre des caractéristiques listées par Acrimed, c'est que l'infotainment se conçoit comme au service de l'intérêt général et neutre. On se rappelle qu'avant sa chaîne, Hugo avait créé un média, Radio Londres, qu'il définissait comme un média citoyen. Comme Brut, Combini, Melty, Topito, Démotivateur et d'autres, Hugo se finance grâce à de la publicité native. La publicité native, c'est le fait d'insérer des publicités et des partenariats de la manière la plus harmonieuse possible dans le contenu. Par exemple pour Hugo, dans ses actualités positives de la semaine. En août 2017, Maxime Barbier, à la tête de Minute Buzz, a confié lors d'un entretien au Monde diplomatique que la publicité native des médias d'infotainment était un super business. Il a déclaré qu'il était en train de prendre la place des annonceurs publicitaires. C'est comme si, à l'époque, TF1 avait dit à Danone « Je fais ton spot publicitaire et en plus, je te le diffuse ». La publicité native soulève des questions. Déjà car elle rend tout effort de contextualisation de l'information plus difficile. Ensuite parce qu'elle entrave l'autonomie du spectateur. Impossible d'utiliser un adblock quand la publicité est intégrée au contenu de la vidéo. Non seulement les contenus d'Hugo Décrypte intègrent de la publicité native, mais en plus, à travers son agence, il participe intentionnellement et consciemment à pousser une vision des partenariats intégrés de la manière la plus indiscernable possible dans les vidéos. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Hugo est diplômé d'un master de communication
plutôt que de journalisme. Et si, comme l'explique un créatif dans sa vidéo sur les médias d'infodivertissement, Konbini a été fondé en 2008 par 2 anciens de La Chose, une agence de publicité. Quand on regarde une vidéo de Brut ou Konbini, ou qu'on lit distraitement les actus du jour d'Hugo sur Instagram, il est difficile de distinguer si le contenu est une information ou une publicité. Selon une étude réalisée en 2019 par Michel Amazin auprès de lecteurs américains, 9 participants sur 10 n'arrivent pas à identifier les contenus de publicité native et les confondent avec de vrais contenus journalistiques. Évidemment, l'étude pointe aussi du doigt que lorsque le lecteur s'en rend compte, cela dégrade la crédibilité déjà très entamée de l'information. Le positionnement d'Hugo Décrypte dans l'écosystème médiatique a en partie été fondé sur une critique des formes de médias plus traditionnelles. Il y a plein de trucs où j'ai juste envie d'être aussi moi-même et pas être juste dans un truc pas enfermé dans ton format. Voilà, de résumé d'actu de Pujadas, comme on disait. Il a notamment déclaré dans Le Figaro que tous les médias ne remplissent pas leur rôle auprès des jeunes et dans Le Point qu'il s'adresse à tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les médias traditionnels. Dans La Péniche, il explique également que les médias traditionnels présentent une sorte d'entre-soi qu'on observe assez souvent, notamment sur les plateaux télé, et à mon avis, il faut faire vraiment attention à ça, surtout quand on touche les jeunes. Dans Le Monde, il a été encore plus explicite en déclarant que par rapport aux médias traditionnels, il voulait jouer la carte de la transparence et de la liberté de ton. Et ce, alors qu'il est surnommé le David Pujadas du web par certains youtubeurs. Nous on l'appelle le David Pujadas d'internet. Que Le Point vante son format qui réinvente le JT et qu'il se qualifie lui-même comme un JT dans un post LinkedIn datant de 2021. Il profite donc à la fois de son statut de critique des médias traditionnels, mais aussi de son affiliation à eux, qui le légitime encore plus dans ses contenus. Il a d'ailleurs lui-même été chroniqueur sur LCI en 2017 et sur Europe 1 entre 2018 et 2019. Cette double casquette est aussi une des raisons qui explique que le public le perçoive comme neutre sans qu'il ait besoin de se revendiquer comme tel. Il est perçu comme neutre par rapport aux médias traditionnels qu'il critique. Sa neutralité supposée est aussi nourrie par sa volonté d'afficher des points de vue divergents dans ses débats, même si on pourrait argumenter que ces débats sont en réalité des sondages et que sa volonté de confronter les points de vue est plus performative que réelle. Aujourd'hui, Hugo Décrypte représente un modèle de réussite, non seulement sur YouTube, mais aussi sur une multitude de réseaux, avec Instagram, TikTok et Snapchat au premier plan. Son influence est telle que les politiques se bousculent à son micro, et qu'il a d'ores et déjà annoncé qu'il interviewerait tous les candidats à la présidentielle de 2022 sur sa chaîne. On peut se demander d'où il tire cette légitimité, autant auprès des politiques que de ses abonnés, en passant par des acteurs de l'écosystème entrepreneurial sur YouTube et en dehors. Déjà, évidemment, la taille de son audience et le fait qu'il ait réussi à décliner son format bien au-delà de YouTube. Le travail considérable qu'il fournit joue aussi avec une mentalité entrepreneuriale qui force le respect, puisque Hugo est réputé pour avoir une aversion au recrutement très faible et il a su recruter très tôt au début de sa croissance. Et, de manière plus subtile, son intelligence perçue, autant par ses collègues que par ses abonnés. Pour comprendre l'étendue de son influence, il suffit de regarder les commentaires sous ses interviews ou d'écouter la manière dont Micode parle de lui. Le mec est pas, enfin, je veux dire, il est pas con, mais vraiment pas con du tout. Cette perception vient bien sûr de ses compétences propres, mais aussi de son diplôme de Sciences Po Paris. Interrogé sur la compatibilité de ses études et de son métier sur le plateau de Quotidien, Hugo a donné une réponse assez surprenante. Une chaîne YouTube, YouTube et Sciences Po, ça va pas forcément ensemble et c'est un peu deux mondes à côté, surtout quand on pense à YouTube comme étant du jeu vidéo, du divertissement, etc. Pour comprendre à quel point Sciences Po Paris est un atout en tant que youtubeur, il suffit de regarder la manière dont Hugo est présenté par les médias qui parlent de lui. Son diplôme est presque toujours mentionné. Hugo, vous avez 22 ans, vous êtes à Sciences Po et vous animez votre... Ça se passe le fait de tout gérer, c'était à Sciences Po en plus. Ouais. Donc, En fait, Hugo se trompe. YouTube et Sciences Po vont particulièrement bien ensemble. L'école confère un capital symbolique très important sur la plateforme. Pour en mesurer l'impact, il suffit de compter le nombre de youtubeurs diplômés de cette école qui ont émergé ces dernières années. Dès le départ, Hugo Travers a su construire son positionnement autour d'une mission qui se veut profondément vertueuse, informer les jeunes. J'ai un objectif, c'est de rendre l'actualité accessible aux jeunes et j'essaie de le faire sur YouTube, sur Instagram, sur tout ça. Il martèle cette mission dans toutes ses interviews. Ce Focus Jeune est présent depuis le début de ses activités. En 2012, il a créé un média participatif, Radio Londres, dont le slogan était « Un coup de jeune sur l'info ».
La niche de l'information jeune prospère d'autant plus que leur non-politisation supposée est souvent au cœur de fantasmes catastrophistes dans les médias traditionnels. On le voit dans Le Point, qui décrit la mission de la chaîne d'Hugo avec des termes extrêmement moralisateurs, comme la chaîne à laquelle croient ceux qui ne croient plus personne. Hugo a tellement bien su exploiter cette niche qu'il va jusqu'à être décrit comme le porte-voix d'une génération par des médias aussi sérieux que Le Parisien et Télérama, avec les questions que cela soulève sur sa légitimité ou non à représenter l'ensemble d'une génération. Je ne vais pas vous mentir, Hugo Décrypte est un des modèles de croissance de youtubeurs français qui m'a particulièrement intéressé ces dernières années. L'empire qu'il a construit en déclinant son format sur de nombreux réseaux, sa facilité à déléguer au fur et à mesure de sa croissance, et récemment, sa capacité à identifier les limites de ses formats courts et à s'adapter. Il a annoncé début 2022 son intention de déployer ses activités sur des formats plus longs et plus libres sur la plateforme Twitch, notamment à travers Mashup. À 17 ans, il déclarait dans Elle vouloir se retrouver à la tête d'une start-up de l'info. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son empire attire des annonceurs très intéressés par la sympathie qu'il s'est inspiré à son audience. Non, alors encore une fois, il y a des politiques ou des gens ou des conseillers de politique en général qui viennent te voir et qui te font n'hésitez pas, telle maire de telle grande ville est dispo, tel ministre veut faire une vidéo. Et toi t'es là. En vrai j'ai eu plein de propositions de cabinets de ministres qui me disent ouais mais tu veux faire une vidéo avec notre ministre, il y a une loi en ce moment. Un article du Monde relate que Clémentine Dupuis, porte-parole des Jeunes avec Macron, est une fan de la première heure d'Hugo Décrypte. Elle a notamment déclaré qu'Hugo Décrypte a un rôle ultra important pour raccrocher les jeunes à la politique. Certes, la volonté qu'a Hugo de se concentrer sur la jeunesse est louable, mais ça tombe bien, cette niche est de très bon augure pour lui. Il s'agit d'une audience que s'arrachent autant les marques que les politiques.